Après mon divorce, je livrais des colis quand j'en ai déposé un à un manoir. Un homme âgé a ouvert la porte, les mains tremblantes. « Vous êtes un Thompson, n'est-ce pas ?» J'ai dit oui. Il s'est mis à pleurer. « Je cherche votre famille depuis 70 ans. » Il m'a fait entrer et a ouvert une vieille enveloppe. « Votre grand-père m'a sauvé la vie en Corée. Il n'a jamais réclamé la récompense en 1953. Quand il m'a dit quelle était la récompense, j'ai oublié comment respirer. Un chauffeur-livreur divorcé, un secret de la guerre de Corée et une fortune inattendue. J'étais juste un chauffeur-livreur divorcé, venu déposer un colis, quand un vieil inconnu a reconnu mon visage et s'est mis à sangloter. Ce qu'il m'a alors raconté, sur le secret de mon grand-père datant de la guerre de Corée, m'a fait comprendre pourquoi ma famille avait toujours eu des difficultés financières. Je m'appelle Bryson Thompson, et si vous m'aviez dit il y a 6 mois que je porterais un uniforme de livreur marron au lieu de mon costume de directeur régional, je vous aurais ri au nez. Mais la vie a une façon de vous rendre humble au moment où vous vous y attendez le moins. À 38 ans, je pensais avoir tout compris. Un bon travail dans une entreprise de bois d'œuvre, une femme magnifique, une fille intelligente, une maison à 2 étages en banlieue. Puis Mélodie, ma femme depuis 12 ans, a décidé qu'elle aimait plus son instructeur de CrossFit que notre mariage. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi. Le vendredi, je faisais mes cartons. Le mois suivant, je livrais les leurs pour $12 de l'heure, plus des pourboires qui n'arrivaient jamais. C'est drôle comme on peut vite tomber en disgrâce quand le système judiciaire décide que c'est à vous de payer pour un mariage que vous n'avez pas détruit. Mais cette histoire ne parle pas de mon divorce. Elle parle du matin du 15 octobre, quand j'ai frappé à la porte d'un manoir et découvert que mon grand-père gardait un secret qui aurait changé toute l'histoire de notre famille. L'homme qui a ouvert cette porte était Aldric Peton, 89 ans, portant un cardigan en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Il a jeté un regard à mon visage et ses genoux ont presque fléchi. « Vous êtes un Thompson, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, sa voix se brisant comme du verre. Quand j'ai confirmé mon nom, des larmes ont commencé à couler sur ses joues burinées. Cet inconnu total, cet homme riche dans son manoir, pleurait à ma vue. Pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais parce que je ressemblais exactement à mon grand-père, Cecil Thompson, un homme mort depuis 16 ans. Ce qui s'est passé ensuite allait révéler pourquoi ma famille avait vécu d'un chèque de paie à l'autre pendant 3 générations, alors que nous aurions dû être millionnaires. Cela expliquerait pourquoi mon grand-père, un vétéran décoré de la guerre de Corée, ne parlait jamais de son service, sauf quand le Bourbon lui déliait la langue. Et cela m'apprendrait que certains hommes sont trop fiers pour accepter des récompenses pour avoir fait ce qu'ils croient être simplement juste. Aldric Peton cherchait ma famille depuis 70 ans. Des détectives privés, des dossiers militaires, des bases de données généalogiques, tout ce que l'argent pouvait acheter. Il essayait de payer une dette que mon grand-père refusait de reconnaître, même son existence. Une dette qui a commencé sur une colline gelée en Corée, où mon grand-père a porté un soldat de 19 ans blessé sur 3 kilomètres à travers les tirs ennemis, recevant 3 balles au passage, et n'a jamais envisagé de l'abandonner. Ce matin d'octobre a commencé comme tous les autres jours de livraison. Mon réveil a sonné à 5h30 dans mon appartement exigu au-dessus du garage de mon oncle Royce. Je me suis douché dans la salle de bain aux carreaux fissurés, j'ai préparé du café instantané parce que je ne pouvais plus me permettre le bon, et j'ai enfilé mon uniforme de livraison qui sentait encore la sueur de la veille, peu importe combien de fois je le lavais. Ma fille, Junipé, avait appelé la veille de chez sa mère, me demandant si je pouvais venir à sa pièce de théâtre scolaire. J'ai dû lui dire que je travaillais encore. Les 20 premières livraisons de ce matin-là étaient routinières. De petits colis pour des maisons de banlieue. Des signatures recueillies, de faux sourires échangés. Puis j'ai atteint le quartier de Northbrook Hills où les maisons devenaient plus grandes et mon apitoiement sur moi-même s'aggravait. Chaque manoir était un rappel de ce que j'avais perdu, de ce que je n'aurais probablement jamais plus. Le GPS m'a dirigé à travers des rues portant des noms de comtés anglais. Devonshire, Canterbury, Willowrest. Les riches nomment toujours leur rue d'après des endroits qu'ils ne visiteront jamais vraiment. Le domaine Peton se trouvait au 1847 Willowcrest Drive, derrière des grilles en fer qui coûtaient probablement plus cher que mon ancien salaire annuel. Le colis dans mes mains était petit, peut-être un livre adressé à Aldric Peton. Rien de spécial à ce sujet, sauf le destin qu'il était sur le point de livrer avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cet emballage brun. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, je me suis annoncé comme chauffeur-livreur, et j'ai regardé ces grilles en fer s'ouvrir comme si elles m'accueillaient dans un autre monde.
L'allée serpentait à travers des jardins qui semblaient entretenus par des professionnels connaissant les noms latins de chaque fleur. La maison elle-même n'était pas seulement grande. Elle était architecturalement parfaite. Tout en lignes épurées et en hautes fenêtres qui captaient le soleil du matin comme des prismes. Debout devant cette porte d'entrée, je ne savais pas que j'étais sur le point de rencontrer l'homme dont la vie était étroitement liée au destin de ma famille. Je ne savais pas que le plus grand acte d'héroïsme de mon grand-père avait un prix qu'il avait refusé d'encaisser. J'étais juste Bryson Thompson, chauffeur-livreur, essayant de survivre à une autre journée de travail. Puis Aldrich Peton a ouvert sa porte, et tout a changé. La vie après le divorce, c'est comme repartir de zéro. Il y a 6 mois, je suis passé de directeur régional dans une entreprise de bois d'œuvre à livreur de colis pour $12 de l'heure. Le divorce a tout pris. La maison, la plupart de mes économies, même ma confiance en moi. Mon ex-femme, Mélodie, a obtenu la garde de notre fille, Junipé, et je la vois un week-end sur 2 dans mon appartement exigu au-dessus du garage de mon oncle Royce. La chute du confort de la classe moyenne à une vie où l'on peine à joindre les deux bouts s'est produite si rapidement qu'elle ne semble toujours pas réelle. Un jour, j'approuvais des bons de commande pour des cargaisons de bois de $100 000. Le lendemain, je portais un uniforme marron et je scannais des codes-barres. Les avocats avaient été chirurgicaux dans la destruction de ma vie financière. Mélodie a eu la maison parce que Junipé avait besoin de stabilité. Elle a obtenu une pension alimentaire parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour élever notre fille. Même si elle travaillait à temps partiel dans un studio de yoga par choix, pas par nécessité. J'ai eu le privilège de payer pour tout cela, tout en vivant dans un espace si petit que je pouvais toucher les 2 murs de ma chambre en même temps. Mon oncle Royce m'avait offert l'appartement par pitié. Il tenait un garage de réparation automobile et vivait dans la maison principale avec sa femme Darlene et leurs 2 garçons. Juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, avait-il dit. Mais nous savions tous les deux que ses pieds n'allaient pas trouver de terrain solide de sitôt. L'entreprise de bois avait supprimé mon poste 2 semaines après la finalisation du divorce. Ils ont appelé ça une restructuration, mais je n'étais pas dupe. Personne ne veut d'un directeur régional qui se noie dans des problèmes personnels. Chaque matin, je chargeais ma camionnette de livraison en pensant à la réaction de mon grand-père, Cécile, s'il me voyait maintenant. Il m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Ma mère, Beth, et mon père, Douglas, rentraient de leur dîner d'anniversaire quand un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Un coup de téléphone et tout mon monde s'est effondré. Mes grands-pères étaient là, solides comme un chêne, prêts à accueillir un gamin effrayé qui venait de devenir orphelin. Les Thompson n'abandonnent pas, disait-il, ses mains burinées agrippant mes épaules. On peut plier, mais on ne casse pas. Il vivait selon ses mots. Say Thompson avait travaillé 40 ans dans les chantiers de chemin de fer, ne manquant jamais un service, ne se plaignant jamais de l'arthrite qui tordait ses doigts ou du mal de dos qui le faisait grimacer quand il pensait que personne ne le regardait. Il m'a élevé dans une maison de 2 chambres du côté sud de la ville, où la peinture s'écaillait et les planchers grinçaient, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table et de l'amour dans les murs. Il est mort quand j'avais 22 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, le premier Thompson à obtenir un diplôme. Le cancer l'a emporté rapidement, 6 semaines entre le diagnostic et les funérailles. Il n'a laissé derrière lui que ses vieilles médailles de guerre dans une boîte à chaussures et des histoires sur la Corée qu'il ne racontait qu'après quelques bières. Même alors, les histoires étaient vagues, plus sur le froid et la nourriture que sur de vrais combats. La guerre, ce n'est pas comme dans les films, Bryson, avait-il dit une fois, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Les héros ne se sentent pas comme des héros. Ils se sentent juste chanceux de rentrer à la maison. Le matin du 15 octobre a commencé comme n'importe quel autre. J'avais 43 colis à livrer, la plupart dans le riche quartier de Northbrook Hills, où les maisons ressemblent plus à des musées. Chaque fiche de tournée était triée par ordre d'efficacité, non pas parce que l'entreprise se souciait de mon temps, mais parce qu'elle suivait chaque minute, chaque kilomètre, chaque centime d'essence. J'évitais autrefois les quartiers riches. Voir comment vivait l'autre moitié me rappelait tout ce que j'avais perdu. Les associés du cabinet d'avocats de Mélodie vivaient à Northbrook Hills. Tout comme le chirurgien orthopédiste avec qui elle était sortie avant moi. Celui que sa mère insistait encore à dire qu'il était celui qui s'était échappé. Mais ce matin-là, je n'avais pas le choix. L'ordinateur générait les itinéraires et les chauffeurs qui s'en écartaient étaient sanctionnés. Une autre journée au paradis, me suis-je murmuré, en vérifiant l'adresse pour la 38e livraison,
1847 Willowrest Drive, le domaine Peton. Le nom ne me disait rien à l'époque, juste une autre famille riche et une autre grande maison, commandant probablement quelque chose de cher et d'inutile pendant que je luttais pour payer mon loyer. J'ai attrapé le colis, petit et léger, peut-être un livre ou des documents, et je me suis dirigé vers la camionnette. Le soleil du matin était déjà chaud, octobre dans notre état étant plus un été prolongé qu'un véritable automne. Mon uniforme collait à mon dos alors que je traversais des quartiers de plus en plus riches, les maisons devenant plus grandes et les pelouses plus parfaites à chaque tournant. Au moment où j'ai atteint Northbrook Hills, j'avais l'impression d'avoir voyagé dans un autre pays, un pays où les gens s'inquiétaient de leur portefeuille d'actions au lieu de leur facture d'épicerie. Le manoir Peton se dressait derrière des grilles en fer qui s'ouvraient automatiquement lorsque j'appuyais sur l'interphone. L'allée seule était plus longue que tout mon immeuble. En montant les marches de marbre avec le petit colis, j'ai remarqué que mes mains étaient sales d'avoir chargé des boîtes toute la matinée. Je les ai essuyées sur mon pantalon d'uniforme, me sentant déplacé. La porte d'entrée était en acajou massif avec des ferrures en laiton qui brillaient comme de l'or. J'ai sonné à la porte et je l'ai entendu résonner à l'intérieur, un carillon mélodieux qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. En attendant, j'ai regardé les haies parfaitement entretenues, la fontaine avec de l'eau cascadant sur des larmes de marbre, le garage qui pouvait contenir 6 voitures. C'était le genre de richesse qui vous mettait en colère si vous y pensiez trop longtemps, alors j'ai essayé de ne pas penser du tout. Quand la porte s'est ouverte, je m'attendais à une femme de chambre ou à un majordome. Au lieu de cela, un homme âgé a répondu, vêtu d'un cardigan coûteux sur une chemise blanche impeccable. Ses yeux bleus se sont immédiatement fixés sur mon visage, et tout son corps s'est raidi. La couleur a quitté son teint comme si on avait tiré une prise. « Bonjour, monsieur. Colis pour Aldrich Peton. » Sa voix est sortie comme un murmure. « Mon Dieu, vous êtes un Thompson, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. » »« Brison Thompson. »« Comment le saviez-vous ?» Ses mains se sont mises à trembler violemment. Pas le léger tremblement de l'âge, mais des tremblements de tout le corps comme s'il avait attrapé un fil électrique. Des larmes coulaient sur son visage, se logeant dans les rides profondes autour de ses yeux. Vous lui ressemblez exactement. Exactement comme Say. Vous connaissiez mon grand-père ? Le connaître, mon garçon. Votre grand-père m'a sauvé la vie en Corée. Le 3 décembre 1952. Colline Tucson 66 près du réservoir de Chauzan. Le colis m'a glissé des mains et a heurté la marche de marbre avec un bruit sourd. Personne en dehors de notre famille n'avait jamais parlé du service de mon grand-père. Il avait gagné une étoile de bronze, mais c'était tout ce que je savais. La médaille était dans un coffre-fort à la First National Bank parce que je ne pouvais pas me permettre de continuer à payer le loyer d'un garde-meuble pour ses affaires. Monsieur Peton, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Aucune confusion. Vous avez ses yeux, sa mâchoire, même votre façon de vous tenir. Légèrement en appui sur votre pied gauche, les épaules en arrière, mais pas rigides. Une allure militaire sans le service militaire. Ai-je raison ? Il avait raison. Grand-père m'avait appris à me tenir comme ça. Il disait que cela donnait à un homme l'air confiant même quand il ne l'était pas. Mais comment cet étranger pouvait-il voir tout cela dans les 30 secondes depuis qu'il avait ouvert sa porte ? S'il vous plaît, vous devez entrer. Je cherche votre famille depuis 70 ans. J'ai engagé des détectives privés, vérifié les dossiers militaires, tout. Say Thompson a disparu après la guerre comme s'il n'avait jamais existé. Monsieur Peton, je suis en service. Je ne peux pas simplement entrer. Ils nous suivent par GPS. Si je reste trop longtemps au même endroit, je suis signalé. J'appellerai votre superviseur. Je leur dirai qu'il y a eu une urgence médicale. S'il vous plaît, mon garçon. J'ai 89 ans. Je n'aurai peut-être pas d'autre chance. Une autre chance pourquoi ? Pour rembourser une dette qui m'a hanté toute ma vie. Pour tenir une promesse que j'ai faite sur une colline gelée quand j'étais certain que j'allais mourir. J'ai regardé cet homme, cet étranger qui connaissait le nom de mon grand-père, qui pouvait voir Say Thompson sur mon visage de l'autre côté d'une porte. Ses larmes étaient réelles. Le désespoir dans sa voix était réel. Et quelque chose dans mes tripes me disait que tout ce qu'il avait à dire serait plus important que n'importe quel horaire de livraison. Je pourrais perdre mon emploi. Je veillerai à ce que vous ne le perdiez pas. Je possède des actions dans votre entreprise de livraison.
J'ai commencé à les acheter il y a 20 ans quand j'ai pensé que cela pourrait m'aider à trouver la famille de Cécile. Je possède des actions dans de nombreuses entreprises. Toujours à la recherche. Toujours en espérant que quelqu'un du nom de Thomson apparaisse dans une base de données d'employés. Vous avez acheté des actions dans des entreprises juste pour trouver mon grand-père. J'aurais acheté des entreprises entières si j'avais pensé que cela aiderait. Vous ne comprenez pas encore, mais vous comprendrez. Votre grand-père n'a pas seulement sauvé ma vie. Il a sauvé tout ce que je deviendrai, chaque enfant que j'aurai, chaque bonne chose que je ferai. Comment remboursez-vous cela? Comment trouvez-vous un homme qui ne veut pas être trouvé? Mon téléphone a vibré avec un rappel automatique concernant mon horaire de livraison. 17 autres colis à livrer avant midi. L'algorithme ne tenait pas compte du destin qui se présentait à une porte d'entrée à Northbrook Hills. Il ne calculait pas le moment où votre passé rattrape votre présent sous la forme d'un homme de 89 ans qui cherchait votre famille depuis plus longtemps que vous n'étiez en vie. Donnez-moi 5 minutes, ai-je dit. Contre toutes les règles du manuel du chauffeur-livreur, je l'ai suivi à l'intérieur. La maison était magnifique, au-delà de tout ce que j'avais jamais vu de près. Des peintures à l'huile et des cadres dorés tapissaient le couloir. Des tapis persans recouvraient des planchers de bois franc poli, et un lustre qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnerais en 5 ans pendait d'un plafond cathédral. Mais Aldrich se déplaçait à travers tout cela comme si rien de tout cela n'avait d'importance, me conduisant d'un pas pressé vers un bureau lambrissé. Le bureau sentait le cuir et les vieux livres, le genre de pièce où des décisions importantes étaient prises par des personnes importantes. Aldrich est allé directement à une peinture d'une chasse au renard et l'a ouverte sur des charnières cachées, révélant un coffre-fort mural. Ses doigts tremblaient alors qu'il composait la combinaison, se trompant de chiffre 2 fois avant de trouver la bonne. 70 ans, murmura-t-il en tournant le cadran. 70 ans que j'attends ce moment. Il a sorti une enveloppe jaunie scellée avec de la cire rouge qui avait noirci avec l'âge. Le papier semblait fragile, comme s'il pouvait s'effriter s'il était manipulé trop brutalement. Il le tenait comme certaines personnes tiennent des nouveau-nés, avec un mélange de révérence et de peur. J'ai écrit cette lettre en 1953, a-t-il dit en se tournant vers moi. Votre grand-père a refusé de la prendre. A dit qu'il ne m'avait pas sauvé pour de l'argent, mais je lui ai fait une promesse ce jour-là sur cette colline gelée, et les Pétertons tiennent leurs promesses. Que s'est-il passé sur cette colline? Aldrich s'est assis lourdement dans un fauteuil à oreilles en cuir et m'a fait signe de prendre celui d'en face. Le cuir a grincé quand je me suis assis, valant probablement plus que tout ce que je possédais. J'avais 19 ans, un soldat de première classe, un gamin riche et gâté qui avait été appelé et qui pensait que la guerre serait une aventure. J'ai appris différemment très vite. Les forces chinoises nous avaient encerclés sur la colline 266. La température était de 20 degrés en dessous de zéro. Les hommes perdaient des doigts et des orteils à cause des gelures plus vite qu'ils ne les perdaient à cause des balles. Il a fait une pause, fixant quelque chose au-delà des murs de la pièce, en Corée, en 1952. Quand les Chinois ont attaqué ce matin-là, c'était comme si toute la montagne s'était animée de coups de feu. Notre lieutenant a été touché dans la première vague. Votre grand-père était notre chef d'escouade, un sergent-chef qui était dans le pays depuis le début. Quand j'ai été touché par des éclats d'obus aux 2 jambes, tout le monde s'est enfui. Je ne peux pas les blâmer. C'était le chaos. Le chaos pur. Mais Cécile m'a jeté sur son épaule comme si je ne pesais rien et a commencé à courir. Il vous a porté? 2 miles à travers le territoire ennemi. Les Chinois étaient partout, nous tirant dessus de derrière les rochers, les arbres, partout où ils pouvaient se cacher. Votre grand-père a reçu 3 balles en le faisant. 1 à l'épaule, 2 à la jambe. Je pouvais sentir son sang imbiber mon uniforme, se mélangeant au mien. Mais il ne m'a jamais lâché. Pas une seule fois. Il a juste continué à bouger, à me parler de sa femme à la maison, de son fils, Douglas, votre père, me disant que j'allais m'en sortir. Ma gorge s'est nouée. Grand-père n'avait jamais mentionné avoir été blessé. Il n'y avait pas de médaille purple dans cette boîte à chaussures, pas de cicatrice que j'ai jamais vue. Quand nous sommes arrivés au poste médical, j'étais délirant à cause de la perte de sang, mais je me souviens lui avoir attrapé la main et lui avoir dit, « Ma famille possède Peton Pharmaceuticals. Nous vous récompenserons. Tout ce que vous voudrez. » Il a juste souri et a dit, « Gamin, reste en vie. C'est une récompense suffisante. » Aldridge s'est levé et s'est dirigé vers son bureau, sortant un dossier épais de documents. Après la guerre,
mon père voulait honorer Sei. Nous avions bâti notre fortune en fabriquant des fournitures médicales pour l'armée. Tout, des bandages à la morphine. Mon père disait que tout homme qui sauverait son fils comme ça méritait d'être riche. Mais votre grand-père avait disparu. Pas d'adresse de suivi, rien. L'armée a dit qu'il avait été démobilisé, et c'est tout ce qu'il pouvait nous dire. Pourquoi ne voulait-il pas être retrouvé? Je me suis posé cette question pendant 70 ans. La fierté peut-être, ou peut-être qu'il voulait juste laisser la guerre derrière lui. Mais mon père était aussi têtu que moi. Il a créé un fonds en fiducie en 1953 avec des instructions très précises. Il resterait là à accumuler des intérêts jusqu'à ce qu'un Thomson le réclame, et personne ne l'a jamais fait. Personne ne le savait, sauf nos avocats et nos banquiers. Nous n'avons pas pu trouver celle pour le lui dire. J'ai engagé des enquêteurs dans les années 60, 70, 80. Internet m'a donné de l'espoir dans les années 90, les médias sociaux dans les années 2000. Mais Cecil Thomson était un nom assez courant, et sans plus d'informations, c'était comme chercher un grain de sable spécifique sur une plage. Il m'a tendu l'enveloppe, son poids plus lourd que sa taille ne le suggérait. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à chercher tout ce temps? Parce que j'ai pu vivre, mon garçon. J'ai pu rentrer à la maison, aller à l'université, rencontrer ma femme, avoir 3 enfants, créer une entreprise, voir mes petits-enfants grandir. 70 ans de vie que je n'aurais pas eu si votre grand-père m'avait laissé sur cette colline. Comment renoncer à rembourser cela? Aldrich m'a tendu l'enveloppe à 2 mains, comme s'il me passait quelque chose de sacré. Mes mains tremblaient alors que je brisais le seau de cire vieux de 70 ans. Il s'est fissuré et est tombé en morceaux. Des fragments rouges foncés atterrissant sur le tapis persan. À l'intérieur se trouvait un document de Peton Pharmaceuticals et de la First National Bank of Boston. Le papier était épais et officiel, avec un texte dactylographié qui s'était estompé mais qui était encore lisible. Lisez-le à voix haute, a dit doucement Aldrich, se penchant en avant dans son fauteuil. Je me suis éclairci la gorge et j'ai commencé. Ce fonds en fiducie, établi le 15 janvier 1953 en reconnaissance de l'héroïsme du sergent-chef Cecil Thomson pour avoir sauvé Aldrich James Peton III, sera détenu à perpétuité jusqu'à ce qu'il soit réclamé par Cecil Thomson ou ses descendants directs. Dépôt initial de $10 000. J'ai levé les yeux vers Aldrich. $10 000, c'était beaucoup d'argent en 1953. Il a souri, le premier vrai sourire que j'ai vu de lui. Continuez à lire. Avec un intérêt composé garanti à 8% par an, non réclamé et s'accumulant. Le papier tremblait dans mes mains. J'en savais assez sur les intérêts composés pour comprendre ce que cela signifiait, mais mon cerveau refusait de faire le calcul. C'était trop gros, trop impossible. 70 ans, ai-je chuchoté. 70 ans d'intérêts composés. Savez-vous à combien cela s'élève? A demandé Aldrich. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts malhabiles en ouvrant l'application de la calculatrice. $10 000, 8% d'intérêt, 70 ans. Le nombre qui est apparu à l'écran ne semblait pas réel. 2,1 millions de dollars, ai-je dit, ma voix à peine audible. 2,1 400 000 et des poussières, a corrigé Aldrich. Votre grand-père n'a jamais su ce qu'il a laissé derrière lui. Il était trop fier pour accepter ce qu'il appelait de la charité. Mais ce n'est pas de la charité, mon garçon. C'est une dette d'honneur. Je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être n'importe qui prétendant être le petit-fils de Sei. Aldrich a ri. Un son entre la joie et le soulagement. Pourriez-vous regarder dans ce miroir derrière vous? Je me suis tourné pour voir un miroir antique dans un cadre doré. Mon reflet me regardait, mais pendant un instant, j'ai vu le visage de mon grand-père, la même mâchoire forte, les mêmes yeux profonds, le même nez qui avait été cassé dans une bagarre de bar avant la guerre, et qui n'avait jamais été tout à fait droit. D'ailleurs, a poursuivi Aldrich, sortant un autre document, j'ai déjà fait vérifier tout par mes avocats. Votre certificat de naissance, le certificat de décès de votre père Douglas, les dossiers militaires de Cécile, tout est là. Vous êtes l'héritier légitime de cette fiducie. Ça ne peut pas être réel. Des choses comme ça n'arrivent pas à des gens comme moi. Des gens comme vous? Vous voulez dire des gens bien qui ont eu de la malchance? Des travailleurs qui ont lutté toute leur vie parce que leur grand-père était trop fier pour accepter une récompense. C'est exactement à qui cela devrait arriver.
Aldrich a sorti encore un autre document du dossier. Il y a plus. Mon père a également souscrit une police d'assurance vie sur lui-même avec Cécile comme bénéficiaire. Lorsque mon père est décédé en 1987 et que nous n'avons pas pu trouver Sey, elle a été versée dans une autre fiducie. Celle-ci a augmenté pendant 38 ans. Combien? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir supporter un autre choc. 800 000 $, à peu près. Donc, au total, vous regardez environ 3 millions de $. Mes genoux ont fléchi. Je me suis assis lourdement dans le fauteuil en cuir, mon uniforme de livraison me semblant soudain m'étouffer. 3 millions de $. Je gagnais 30 000 par an en livrant des colis. 3 millions, c'était 100 ans de travail. C'était les études universitaires de Junipé payées. C'était une maison à moi. C'était la liberté du poids écrasant de la peur financière qui avait été ma compagne constante depuis le divorce. Pourquoi? Ai-je demandé en regardant Aldrich. Pourquoi avoir continué à chercher toutes ces années? Vous auriez pu laisser tomber. Laissez-moi vous montrer quelque chose, dit-il en se dirigeant vers son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit une photographie, en noir et blanc, usée sur les bords. C'est ma famille, ma femme Margaret, décédée il y a 5 ans. Mon fils James, mes filles, Patricia et Carol, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants et un autre en route. Il a placé la photo dans mes mains. Ils souriaient tous, rassemblés autour d'un sapin de Noël. Le genre de photo de famille qui remplissait un mur entier. Aucun d'entre eux n'existerait si votre grand-père m'avait laissé sur cette colline. Chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque mariage, chaque moment de joie, d'amour et de vie, je le dois à Cecil Thompson. L'argent qui dort dans ses fiducies, ce n'est rien comparé à ce qu'il m'a donné. Mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Il n'a jamais rien dit. Il ne vous a jamais mentionné. Il n'a jamais mentionné l'argent. C'est parce qu'il était un héros, mon garçon. Les vrais héros ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. Ils le portent simplement en silence et continuent leur chemin. 3 heures plus tard, j'étais assis dans ma camionnette de livraison devant le manoir Peton, tenant des documents bancaires vérifiés pour près de 3 millions de $. Aldrich avait appelé ses avocats là, dans le bureau, et ils étaient arrivés en 1 heure avec tous les papiers prêts. Tout était légitime. L'argent serait transféré dans les 5 jours ouvrables. J'avais signé tellement de documents que ma main était crispée, chaque signature rendant la chose plus réelle, plus impossible à nier. Aldrich m'avait raccompagné à la porte, se déplaçant lentement mais avec détermination. Votre grand-père m'a donné 70 ans de vie de plus, a-t-il dit en me serrant l'épaule avec une force surprenante. J'ai bâti un empire pharmaceutique, eu 3 enfants, 7 petits-enfants. Rien de tout cela n'existerait sans Cecil Thompson. Cet argent n'est pas un cadeau, Brison. C'est une dette enfin payée. Pourquoi ne nous a-t-il jamais parlé de ça, de vous? C'était Sey. Il ne s'est jamais vu comme un héros. Pour lui, il faisait juste ce qui devait être fait. Je l'ai rencontré une fois après la guerre, je l'ai retrouvé en 1953 dans une usine de l'Ohio où il travaillait. J'ai essayé de lui donner l'argent. Puis j'ai essayé d'expliquer ce que cela signifiait. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, gamin, que tu vives ta vie est un paiement suffisant. Rentre chez toi auprès de ta famille et oublie la Corée. Puis il a tourné le dos à 10 000 $ comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai appelé mon oncle Royce et je lui ai tout raconté. Au début, il a cru que je plaisantais. Puis il a pensé que j'avais été victime d'une arnaque. Quand je lui ai envoyé des photos des documents, il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Papa n'a jamais dit un mot. Royce a finalement étouffé. Et je pouvais l'entendre pleurer. Nous avons grandi avec rien, Brison. Maman a cumulé 3 emplois après que papa s'est blessé au dos au chemin de fer. Nous mangions des haricots et du riz 4 soirs par semaine. Il aurait pu réclamer cet argent à tout moment. Il était trop fier. Non, Brison. Il nous enseignait quelque chose, que l'on ne fait pas le bien pour des récompenses. On le fait parce que c'est juste. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu moins fier et un peu plus pratique. Maman est morte en travaillant encore, toujours inquiète pour les factures. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau chez Thomson Limbé Supply, une entreprise que j'ai lancée avec une partie de l'argent de la fiducie. Le reste est allé dans des fonds universitaires pour Junipé et les enfants de mon frère Royce. J'ai embauché 5 employés le premier mois,
tous des vétérans qui avaient besoin de travail. Sur mon bureau, j'ai gardé l'étoile de bronze de grand-père dans un cadre, comprenant enfin pourquoi il n'avait jamais réclamé la récompense. Mélodie a appelé quand elle a entendu parler de Maman. Soudain, elle a pensé que nous devrions parler de réconciliation. Je lui ai dit que la seule chose dont nous devions parler était le fonds universitaire de Junipé, qui était maintenant entièrement financé jusqu'à l'école supérieure si elle le voulait. Le silence à son bout du fil valait plus que n'importe quelle dispute. Mais le vrai changement n'était pas l'argent. C'était de comprendre d'où je venais. Chaque matin, en entrant dans mon entreprise, je pensais à un soldat d'une vingtaine d'années portant un adolescent blessé à travers les tirs ennemis, refusant de lâcher prise même lorsque les balles transperçaient son propre corps. C'était mon sang, mon héritage, mon legs. 6 mois après ce matin d'octobre, Aldric Peton est décédé paisiblement dans son sommeil. Son fils James a appelé pour me l'annoncer et pour me transmettre le dernier message de son père. Dis à Brison que j'ai enfin tenu ma promesse envers Cécile. Dis-lui que la dette est payée. Aux funérailles d'Aldric, des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer un homme qui avait bâti un empire, qui avait fait don de millions à des causes d'anciens combattants, qui avait passé 70 ans à essayer de rembourser une dette qu'il sentait qu'il devait. Mais je connaissais la vérité. La dette n'était jamais la sienne à payer. Mon grand-père avait donné librement, sans attente, sans même laisser son nom pour la reconnaissance. Les tournées de l'entreprise de livraison passent toujours devant le manoir Peton. Parfois, je les vois monter ces marches de marbre, et je me souviens du jour où une livraison de colis a tout changé. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle a révélé qui était vraiment mon grand-père, et à mon tour, qui je pourrais devenir. Les Thomson n'abandonnent pas. Nous livrons peut-être des colis pendant un certain temps, mais nous transportons plus que des boîtes. Nous portons l'héritage de ceux qui nous ont précédés, même lorsque nous ne le savons pas encore. Mon grand-père a porté Aldric Peton sur 2 miles à travers l'enfer. Aldric a porté sa gratitude pendant 70 ans. Maintenant, je porte leur histoire et la responsabilité de vivre à la hauteur de leurs 2 exemples. Certains cadeaux sont trop précieux pour être mesurés en argent. Mais parfois, l'argent est le seul moyen qui reste de dire merci. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur un moment où la gentillesse de quelqu'un a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies incroyables qui nous rappellent de quoi l'humanité est capable à son meilleur.